Moi, c'est bon pour mon... Non, pardon. Un autre sujet dont je voulais parler. Voilà, il était là. Ce sera ma dernière question pour le premier tour de questions. Bon, l'industrie agroalimentaire a été mentionnée dans plusieurs des auditions qu'on a déjà eues depuis le début de cette commission d'enquête, et notamment sur la question du revenu des agriculteurs. Voilà, bon, avec une espèce de renvoi de balle permanent. Donc la grande distribution dit que c'est pas de leur faute, que c'est de votre faute. Bon, voilà, c'est une espèce de débat circulaire. Il y a eu au cours des derniers mois beaucoup d'attaques dont vous avez été l'objet sur le sujet des marges qui seraient excessives. Et donc l'industrie agroalimentaire française aurait fait des marges excessives, notamment durant la période de forte inflation. Voilà, là-dessus, il serait peut-être intéressant de vous entendre. Deuxième sujet. Je vois sourire, Monsieur le Président, parce que c'est... D'habitude, je dis en termes de position de management, il ne faut jamais se justifier. D'accord ? Et je me justifierai. Et je crois qu'il faut aussi adopter cette position sur ce sujet-là. Je fais juste un point très rapide d'historique. L'industrie, et les chiffres peuvent vous l'alimenter, agroalimentaire a dû passer, avant la période Covid, je parle sous votre contrôle, 7 à 8, je ne discute pas, c'est 7 ou 8, mettons 7 pour être sûr, 7 à 8 années de déflation. Je répète, 7 à 8 années de déflation, pour qu'on soit bien clair sur la définition du mot déflation dans nos métiers, ça veut dire que quand je me présente chez un de mes 7 clients, puisque j'en ai que 7 années de suite, je dis que le prix de mon produit, indépendamment des variations qu'il y a pu y avoir sur les coûts de production, sur les coûts de matières premières, sur les coûts de personnel, sur tout ce que vous voulez, indépendamment de cela, 7 années de suite, on a baissé le prix de cession à la grande distribution. C'est comme si je vous dis, demain, vous dites à vos collaborateurs, je te baisse les salaires 7 années de suite. Je vous assure, c'est insupportable pour vos collaborateurs, comme ce l'est pour nos entreprises, et l'entreprise, elle est obligée, comme le fera votre collaborateur dans son budget familial, de prendre un certain nombre de décisions pour parer à cela. Je fais un lien avec le propos liminaire que j'avais. Quand 7 années de suite, vous prenez sur vos marges dans cette période-là, ne demandez pas à la même entreprise de se projeter à l'international, de faire de l'export, etc. Je parle notamment des plus petits d'entre nous, les TPE, les PME. Ils n'ont qu'une seule volonté, c'est garder la tête au-dessus de l'eau, ne pas couler. Ensuite, sur le débat que vous évoquez, et il est parfaitement juste, et je suis complètement en ligne avec ce que vous dites, on a eu immédiatement, après la guerre de l'Ukraine, le débat sur les marges, et nous, on s'est rattaché à un premier rapport qui a été fait par l'IGF, l'Inspection générale des finances, qui couvrait la période 2019-2022. Je parle sous ton contrôle, d'accord ? 2019 comme étant la dernière année régulière du monde d'avant, et à cette date-là, 2022. Et donc, l'étude qui avait été faite par l'IGF avait analysé l'évolution du revenu agricole, qui était à un plus 14, un truc comme ça, plus 14, plus 15%, certainement lié au dispositif EGalim qui avait été mis en place, très bien, un 2% pour l'industrie agroalimentaire et 8 à 9% de mémoire, mais on pourra vous donner les chiffres exacts, pour l'industrie, pour les distributeurs. Entre-temps, il y a eu un chiffre qui a circulé, peut-être c'est celui auquel vous faites allusion, qui est un rapport de l'INSEE qui disait tiens, il y a une progression des marges de 48%, c'était l'an dernier, fin d'année, deuxième semestre. Bon, je ne peux pas dire mieux, on vous le dit à vous, on l'a dit à Bruno Le Maire, parce que l'an dernier, on était comme souvent dans son bureau au cœur de l'inflation, on lui a dit ça ne nous parle pas. Et je ne pense pas trahir en verbatim à la fin de la fin, je crois qu'il nous a dit oui, il y a une erreur de diagnostic. Parce que dans ce truc-là, il y a des chiffres qui ne doivent pas y être, il y a l'industrie du tabac, etc. Mais pour répondre en termes de position, puisqu'avant vous avez cité une position de l'ANIA, nous, on est pour tout ce qui peut contribuer à la transparence de la construction de la valeur sur la filière, avec les règles que vous voudrez bien donner. Donc on ne fixe pas les règles, à condition, la seule condition qu'on dit, c'est sur l'ensemble de la filière, un thermomètre, un outil
qui fera office de thermomètre régulier pour le monde agricole, pour la distribution et pour nous. Mettez ça en place, on n'a aucun problème là-dessus. Parce qu'il sera très facile de montrer que l'an dernier, il n'y a pas eu 48% d'évolution des marges. Certainement pas, ça, on le saurait. Mais je ne peux pas être plus clair que ça. Tous nos adhérents sont d'accord là-dessus, tous les syndicats de métier. Mettez en place, et je crois qu'il faut le faire. Et ça me rappelle d'ailleurs que les outils de contrôle, alors là, pour le coup, ce n'est pas la représentation nationale, mais je pensais au SRP plus 10, alors je pense que ça relève plus du gouvernement. Quand le seuil de revente à perte à plus de 10% a été mis en place, il avait été prévu, puisque c'était à titre expérimental, tout de suite derrière, de faire aussi un rapport pour savoir quel est l'usage qui avait fait ça. Alors je sais maintenant que ce n'est pas la représentation, parce qu'il y a un député, le Dur, qui me l'a signifié, mais je dis, de la même manière que là, il faut rappeler au gouvernement, tiens, quand vous allez faire le bilan de Egalim, que sont devenus les 500, 600, 700 millions qui ont été créés par ça. Peu importe, on ne se bagarre pas sur les chiffres. Mais comme ça a été annoncé, faites-le. Et moi, j'encourage, et je peux être que d'accord avec vous, Monsieur le Président, mettez en place des systèmes d'évaluation de manière à ce qu'il y ait régulièrement au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, une vision claire où va le... Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver périodiquement, dans 2-3 ans, de nouveau avec le même débat, où va l'argent, où va la valeur. Nous, on n'a pas de problème, on peut parler à livre ouvert. Sur ce sujet-là, un petit point de détail, mais qui me tient à cœur. Si vous voulez savoir quelle est la valeur créée par une entreprise, si à la fin de l'année, vous avez envie de savoir, dans l'entreprise que moi je préside, quels ont été les principaux critères de performance. Vous allez sur le greffe et vous voyez évolution du chiffre d'affaires, évolution du résultat net, vous voyez tout. Voilà. Et c'est le cas de l'immense majorité d'entreprises. Mon point, qui n'est pas un point de détail, c'est de dire, dans une situation de compétition et de tension, parce qu'on est toujours dans une situation de tension, je recommanderais fortement qu'à minima, au niveau de la représentation nationale, vous puissiez avoir la même vision pour les distributeurs que ce que je suis en train de dire. Personne ici dans la salle, spontanément, peut dire, tiens, combien gagne un groupement comme Leclerc, combien gagne un groupement comme Système U, combien gagne un groupement comme Intermarché. Or, d'ici la fin de l'année, avec les restructurations qui sont en cours, ayez en tête que 52, 53, 54%, je parle sous ton contrôle, de la part de marché de la distribution en France sera tenue par des indépendants sur lesquels, vous, en tout cas, vous n'avez pas de vision comment se produit la valeur. Et ça pourrait vous intéresser. Et nous, de la même manière, on doit vous donner ces chiffres-là. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans les produits agroalimentaires français, quels sont les produits aujourd'hui sur lesquels on fait le plus de marge et sur lesquels on fait le moins de marge? En gros, en famille de produits, hein, pas en marque. C'est compliqué comme question. C'est plus que complexe, puisque d'un produit, d'une filière à l'autre, d'une gamme à l'autre, je serais bien incapable de vous répondre. Et d'une entreprise à l'autre, évidemment. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est qu'au-delà du prix de cession de l'industriel au distributeur, nous n'avons pas la main sur les prix qui sont pratiqués en rayon. Donc, nous, on maîtrise le prix qui est vendu, enfin on maîtrise. On négocie âprement le prix qui est vendu au distributeur, mais en aucun cas le prix qui est affiché en rayon n'est celui de l'industriel. Non, mais la question, Monsieur le Président, est éminemment complexe. Avant d'être à l'ANIAM, à un moment, parce que les circonstances, j'étais président des confiseurs de France. Même en tant que président des confiseurs de France, qui est plutôt un secteur plus petit, je n'ai même pas... J'avais ni le pouvoir, ni le droit, même au regard du droit de la concurrence, d'interroger, mais on s'y garderait bien, parce qu'on est tellement surveillé. Je ne pourrais pas vous dire, même pas sur une petite filière comme les confiseurs, combien on gagnait. Hein. Donc, et puis au final, comme vous le disiez à l'instant, si vous voulez connaître le bénéfice d'une entreprise et le rapporter à son chiffre d'affaires, en tout cas connaître sa marge d'EBITDA, etc., il suffit de vous rendre au greffe ou de consulter les comptes que nous publions, nous, industriels. C'était pas le sens de ma question. Moi, le sens de ma question, c'était pas une question par marque ni par entreprise. On n'est pas là pour faire du name dropping et puis là, on rentre sur un niveau de granularité.
Vous représentez l'ensemble de la filière agroalimentaire française, enfin sur la partie en tout cas industrielle. Moi, la question que je pose, c'est sur les grandes familles de produits, ce qu'on trouve en rayon, ce que nous, tout à chacun consomme, globalement, d'une filière que vous connaissez très bien. Quels sont les produits sur lesquels on marge le plus aujourd'hui et quels sont les produits sur lesquels on marge le moins? C'est une question simple. Les familles de produits. Si j'avais devant moi l'industrie automobile, je leur poserais la question, bon voilà, c'est plutôt sur les petites, plutôt sur les citadines, plutôt sur les SUV, plutôt sur l'utilitaire, où vous faites vos meilleures marges, vos meilleurs chiffres. Et chaque groupe, même genre de questions que je vous pose. Et chaque groupe vous répondrait que ça dépend de sa stratégie d'entreprise. Il y a des entreprises automobiles qui doivent faire le choix plutôt de marger sur les véhicules électriques, d'autres sur le thermique, d'aucuns sur le haut de gamme, d'autres sur le bas de gamme. Aujourd'hui, par catégorie de produits, nous ne pouvons pas vous donner la réponse. Pour une même catégorie de produits, prenez les eaux par exemple, selon que vous ayez un produit en MDD, selon que vous ayez un produit vendu sous marque nationale, selon que ce soit telle ou telle marque, la marge derrière de l'industriel va être radicalement différente, va varier de 1 centime à quelques centimes par bouteille. Mais c'est un détail que nous ne pouvons pas vous figurer et que dont nous ne nous disposons pas, juste aussi pour des raisons de droit de la concurrence. Nous n'avons pas interrogé nos entreprises sur les marges qu'elles réalisent produit par produit. Si vous voulez la vision globale de leur rentabilité, il suffit de consulter leurs comptes. Non mais, alors, j'essaie de... Parce que je ne veux pas que vous soyez frustrés par la réponse. On pourrait approcher, mais avec un niveau de fiabilité qui, à mon avis, n'est pas énorme. C'est-à-dire, nous, on a une trentaine de syndicats de métiers. Une trentaine de syndicats de métiers. Après, c'est interroger les syndicats, c'est-à-dire, quelle est la richesse moyenne créée, sachant qu'il y a à boire et à manger dans ces trucs-là. On peut essayer de vous faire répondre à ça. Si c'est de votre intérêt de savoir ça, on peut demander, tiens, je reprends les meuniers, globalement, l'industrie meunière, vous gagnez combien? Bon, après, mais il faut faire très attention de la manière de les interroger, parce qu'en termes de droit de la concurrence, c'est compliqué. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Je vous invite aussi à vous reporter sur les travaux qui sont faits par l'Observatoire de la formation et des prix des marges, c'est-à-dire qui partent pour certains produits du coût en rayon et qui décompose ensuite, maillon par maillon, la valeur qui est dégagée par le maillon producteur agricole, le maillon de la transformation, la logistique derrière, le distributeur. Et nous nous appuyons sur ces données-là, qui sont le fruit d'un travail des pouvoirs publics en collaboration avec les professionnels du secteur et qui nous paraissent tout à fait pertinents, en dépit de leurs lacunes, puisqu'ils interviennent avec un peu de retard. Mais je reste vraiment sur ma faim. Donc, vous êtes censé connaître davantage, je pense, que nous, le fonctionnement de l'industrie agroalimentaire et des produits agroalimentaires. Je vous pose une question générale. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous êtes en plus dans le secteur depuis très longtemps. Je pose une question très simple qui a lieu tous les corps de métier. Voilà, bon, en gros, en ce moment, qu'est-ce qui marche le mieux? Sur quoi on fait les meilleurs chiffres? Sur quoi on marge plus? Sur quoi on marge moins? Vous n'êtes pas capable de répondre. Enfin, je suis quand même très étonné. Donc ça veut dire que soit vous ne voulez pas nous répondre, soit ça veut dire que vous ne connaissez pas, en fait, votre filière. Mais je veux dire, comprenez ma frustration et je pense le grand étonnement qu'à cette question simple, il ne puisse pas y avoir de réponse simple. Je ne vous demande pas, marque par marque, groupe industriel par groupe industriel, sur quoi, au pourcentage, au dixième près, on fait les meilleures marges. Je vous pose des questions. Voilà, quand on va dans la distribution en France, les grandes familles de produits, on les connaît à peu près, on fait tous nos courses. Bon, en ce moment en France, sur quoi on fait de très bonnes marges dans l'industrie agroalimentaire, sur quoi on fait de moins bonnes marges. Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas répondre à cette question simple. Moi, je ne suis pas là pour alimenter votre frustration, Monsieur le Président, mais elle n'est pas simple, votre question. Je vous réponds en tant que confiseur, d'accord? Je veux dire répondre en tant que confiseur. Et même pas en tant que confiseur parce que je n'ai pas le droit. Par contre, je peux, au titre de 2023, vous répondre en tant que Haribo. Juste pour vous dire,
à la fin de l'année, une boîte comme Haribo va gagner 5%. Au niveau de l'EBIT. Hein. Je ne suis pas en résultat net encore. 5%. Du temps où j'étais brasseur, ça commence à dater, bon, je faisais des résultats de l'ordre de 10%. Quel est le rapport entre 5 et 10? C'est un autre métier. Et si on extrapolait sur les produits laitiers, vous auriez encore des produits différents. Quand vous prenez, ils sont publics, je ne vais pas les citer ici, vous prenez les plus grands de l'industrie du lait, ils arrivent à sortir à la fin péniblement 2 à 3% de résultats opérationnels. Hein. On parle de résultats opérationnels en France. 2 à 3%. Bon. Voilà le... Est-ce que je réponds à votre question en disant, tiens, c'est là où je gagne plus d'argent ou où je gagne pas d'argent? Le gars, il gagne 2%. Mais chaque métier, c'est comme ça. Votre question, elle n'est pas simple. Votre question ne peut être répondue qu'avec la casquette du gars du métier concerné. Et pour compléter, enfin, on pourrait répondre à cette question dans un monde hypothétique s'il y avait peut-être dans chaque secteur qu'une seule entreprise, parce que comme l'a dit Pierre-Marie, les marges sont propres aussi à chaque entreprise et sont propres aussi à la stratégie commerciale de chacune des entreprises, et que aujourd'hui le marché libre permet à toutes les entreprises de prospérer sur un secteur ou sur un autre, et donc nous on n'a pas de cette visibilité, premièrement, et deuxièmement c'est totalement contraire aux règles du droit de la concurrence. Donc on a une vision globale, comme le disait Pierre-Marie, liée aux chiffres qui sont publics, liée aux chiffres qui nous sont communiqués par les pouvoirs publics sur la filière agroalimentaire française, mais les règles relatives au droit de la concurrence nous interdisent formellement d'avoir accès à cette granularité-là, d'avoir cette vision sur la stratégie commerciale des entreprises. J'ai une dernière question, puis j'ai laissé la parole au rapporteur. Je reviens question qu'on a eue au début. Je vous demandais un peu sur l'origine des produits, et je parlais de la filière viande. Donc vous avez dit qu'en réalité, vous ne serez qu'en mesure de donner des chiffres que sur le porc. Par contre, c'est vraiment juste une question pour bien comprendre, parce que je suis allé sur votre site internet et je suis allé voir donc vos adhérents, on va dire comme ça. Et donc, il y a bien une structure qui s'appelle FICT. Voilà. Charcutier traiteur. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est les transformateurs. D'accord. C'est eux qui achètent du porc. Il n'y a que le porc. D'accord. Bon. Alors moi, j'ai sur mes chiffres aussi que le groupe Bigard serait adhérent à l'ANIA. Est-ce que c'est vrai? Faux. Ah bah alors ça, c'est d'accord. C'est faux. Bon, bah du coup, c'est bien d'avoir posé la question. Voilà. D'accord. Donc il n'y a aucune structure qui, de façon directe ou indirecte, dépend de la filière, filière bovine ou filière volaille, qui est membre de l'ANIA. Indirect, indirect, vous avez raison, la FICT. C'est-à-dire c'est les gens qui vont acheter du porc pour en faire des jambonneaux, pour faire du... pareil pour la volaille. Voilà. Ouais. Oui. L'ANIA ne compte pas parmi ses adhérents le premier maillon de la transformation de la viande, qui est l'abattage des coupes. La transformation charcutière intervient ensuite, une fois que vous avez abattu l'animal. Très bien, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. J'avais une première question en rebond des questions du président. Vous nous avez dit tout à l'heure, suite à la révélation de l'augmentation de 48% des marges des industriels de l'agroalimentaire, que vous avez répondu au ministre de l'économie qui vous questionnait sur la question, que vous ne voyez pas où ça venait, et vous nous expliquez que vous n'avez pas la possibilité en réalité de connaître l'étendue des marges des industriels. Donc si vous n'avez pas été en capacité de répondre au ministre de l'économie à ce moment-là, c'est qu'en fait l'ANIA, par à cause de la loi notamment, n'est pas en capacité de connaître l'évolution des marges de ses adhérents. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que autant on n'avait aucun problème avec le rapport de l'IGF qui avait été fait, donc je rappelle, sur la période 2019-2022, autant sur le rapport spécifique ou l'étude spécifique qui avait été faite par l'INSEE qui a conclu à ce chiffre de 48%, on était tous autour de la table, on dit
ça colle pas, puisqu'il n'y a pas d'augmentation de 48% de marge. On a expliqué ça au ministre et à ses équipes, et on est arrivé collectivement à la conclusion, et lui, il a dit ce que je lui ai dit, en disant, oui, effectivement, c'est pas le bon diagnostic, et donc on va travailler avec eux pour arriver à trouver le bon outil. Mais c'est bien l'observatoire, ou l'observatoire des prix, ou de la formation des prix, ou une autre structure de Bercy qui mettra en place ça. L'important, je le répète encore une fois, c'est que nous, on est tout à fait ouvert à cette transparence sur la formation et la chaîne de la valeur. Non, mais c'est vraiment une question pour comprendre comment vous fonctionnez. Quand vous dites que ça ne colle pas avec ce que vous constatez, comment vous faites pour constater, puisque il n'y a pas cette capacité pour l'ANIA de connaître les marges de ses adhérents? Il suffit de comparer les chiffres de la comptabilité nationale, celles qui sont les données ressorties par l'INSEE tous les 3 mois, à la réalité des comptes de résultats de nos entreprises. On en revient aux comptes. Pour connaître les résultats de nos adhérents, il suffit de regarder les comptes qui sont publiés. Et nous les interrogeons aussi sur l'évolution de leur marge, pas sur leur niveau de marge, mais sur leur évolution. Et en 2023, seul un industriel agroalimentaire sur 10 nous indique que sa marge a progressé sur l'année. Pour un industriel sur 2 en 2023, les marges ont diminué sur un an. Voilà. Et à peu près 1 sur 4, un peu plus d'1 sur 4 a vu ses marges stagner sur la période. Donc quand on parle de la progression des marges de l'industrie alimentaire en 2023, on ne parle qu'une infime minorité de notre industrie. Et il ne faut pas confondre l'arbre et la forêt. 2023 restera une mauvaise année pour la rentabilité de notre industrie alimentaire. Merci beaucoup. Comment fait l'INSEE pour évaluer les marges? Donc vous nous l'avez dit tous les 3 mois, sans les comptes de résultats. Est-ce que vous savez comment ils fonctionnent? Oui, il y a eu évidemment, il y avait un tel décalage entre la perception de nos entreprises et les chiffres de la publication des chiffres de la comptabilité nationale que nous avons cherché à comprendre les sources de cet écart. En réalité, les chiffres de l'INSEE couvrent la branche agroalimentaire, c'est-à-dire un périmètre beaucoup plus large que notre périmètre de transformation et a fortiori notre périmètre ANIA. C'est-à-dire que les chiffres de l'INSEE couvrent notamment les industries agroalimentaires qui n'en sont pas, à savoir la transformation du tabac, par exemple, le tabac étant quand même un produit agricole, avec des marges qui ne sont pas celles de notre industrie. J'ajouterais que les chiffres de l'INSEE incluent l'artisanat commercial. Ce qui est une grande différence puisque nous ne disposons pas dans notre périmètre, ou en tout cas nous ne considérons pas les artisans commerçants, charcutiers, boulangers, poissonniers, etc., comme des industriels de l'alimentaire. On raisonne plus stricto sensu. J'ajouterais que les chiffres de l'INSEE ne nous disent en rien les marges, enfin le niveau des marges qui sont réalisées sur le territoire national, puisqu'elles incluent aussi les exportations. Or, tout industriel alimentaire vous dira que les marges réalisées à l'exportation dans notre industrie sont plus élevées que celles réalisées sur le territoire national. Donc, on a cherché à comprendre et je pense que nous avons, dans la méthodologie de l'INSEE, vu quelques limites qui nous invitent en tout cas à nuancer très fortement les constats qui sont les leurs, et eux-mêmes le reconnaissent, en tout cas jusqu'au ministre de l'économie a reconnu et qui peut voir les comptes, je veux dire, encore une fois, de nos entreprises. Le diagnostic de l'INSEE pour notre industrie sur 2023 n'est pas le bon. Enfin, moi, je demande vraiment à vous croire, mais expliquer la différence par l'industrie du tabac ou les commerçants dont il n'est pas de notoriété publique non plus qui sont dans une situation facile en ce moment, tout ça représentant une part relativement limitée quand même dans le chiffre d'affaires, ça me paraît
moi, très honnêtement, je termine, je vous donne la parole. J'ai du mal à me satisfaire de cette explication quant à la question de l'export des entreprises de l'agroalimentaire. C'est pas parce que c'est de l'export que c'est pas un sujet. C'est-à-dire que, alors là, c'est pas forcément sur le consommateur français, sur la question du pouvoir d'achat, mais sur la question de l'achat des productions agricoles, ça peut être aussi un sujet. C'est-à-dire qu'on a vu dans les auditions que nous avons pu faire jusqu'à maintenant, et on va avoir l'occasion de le dérouler avec l'analyse des lois Egalim, mais que des arguments d'industriels pour expliquer des prix qui sont relativement bas sur les productions agricoles, usent de cet argument d'alignement sur les marchés mondiaux qui justifie ces prix bas. Donc, si vous voulez, ce troisième argument, je suis un peu sceptique aussi sur l'explication, mais vous comprenez qu'il y a quand même du mal. Alors, je comprends la difficulté d'avoir une lecture, comment dire, transparente de tout ça pour vous, mais in fine, nous restons un peu sur notre frein sur cette question. Alors, je n'ai pas dit que la présence dans le périmètre des artisans commerçants était la principale explication du décalage de perception qu'on pouvait avoir entre les chiffres de l'INSEE et les comptes de résultats de nos entreprises. Il y a aussi beaucoup d'autres limites sur lesquelles je ne reviendrai pas. L'INSEE enquête un petit panel d'entreprises avec quelques produits uniquement et pas toute leur gamme. Ils enquêtent et prennent des références sur des prix moyens qui ne tiennent absolument pas compte de la couverture des entreprises. Et je peux vous assurer que dans l'agroalimentaire, selon que vous ayez acheté votre matière première au bon moment ou au mauvais moment, votre coût de revient et in fine votre rentabilité n'est pas du tout la même. Donc on a quand même beaucoup de limites méthodologiques qui peuvent expliquer ce décalage de perception. Encore une fois, nous, on est prêts à faire toute la transparence sur la rentabilité de nos activités. On l'a fait dans le cadre de rapports avec l'OFPM, avec l'IGF. On est tout à fait prêt à ça, à condition que toute la chaîne de valeur le fasse. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, cette commission d'enquête aura l'occasion d'auditionner l'intégralité de la chaîne. Donc, nous n'hésiterons pas. Et d'ailleurs, nous avons auditionné la FCD, sur lesquels nous avons été, je crois, assez complets dans nos questions. Mais il peut aussi y avoir une explication. Dans les réponses que vous apportez, il n'y a pas forcément les réponses pour la balayer. C'est qu'il y a eu, et ça, je suis prêt à le concevoir, c'est-à-dire qu'au moment de l'explosion des coûts de production qui ont touché aussi l'industrie agroalimentaire, il y a eu un écrasement des marges, et qu'au moment où les coûts de production ont pu quand même éventuellement baisser, il y a eu un effet de rattrapage qui peut-être est allé un peu trop loin, quoi. C'est ça la question en fait qu'on se pose. Monsieur le rapporteur, moi je comprends votre question. Je répète, il y a un outil qui a été produit, qui est une enquête de l'IGF qui couvre 2019 à 2022. D'accord ? Vous faites référence. Et moi, je comprends votre point. Vous dites, tiens, est-ce qu'en 2023, point d'interrogation, ou plusieurs points d'interrogation, vous le dites de manière polie, il n'y a pas un effet de reconstitution de marge ou de truc. Vous le dites, c'est légitime. Donc, on ne peut pas être plus proactif que de dire, demander à l'IGF de prolonger d'1 an leur étude, de couvrir cette fois-ci l'intégralité de l'année 2023, qui vient de s'achever, puisque tous les chiffres sont là, et le résultat tel qu'il sortira là, puisque nous ne l'avons jamais contesté sur les années précédentes, ne sera évidemment pas contesté de notre part sur ce truc-là. Voilà. Mais vous comprenez bien, c'est pas à nous de faire le thermomètre de ça. Deuxième chose, en termes de relation de travail qu'on avait avec le ministère, vous vous rappelez que au cœur de l'été dernier, le débat, c'était ultra-inflation. On était quand même convoqués tous les 15 jours à Bercy. Et là, nous, l'ANIA, on est resté dans notre rôle. Bercy a été très largement, et les conseillers du ministre, fort logiquement, ont été très largement alimentés par les entreprises, parce qu'ils ont dit aux entreprises, donnez-nous vos informations, vos comptes, comment... Il y a eu on parlait à l'époque du top 75, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait du top 75. Les comptes des top 75, ils étaient
enfin les résultats à ce moment-là des top 75 étaient parfaitement disponibles par les équipes de Bercy. On se rendait bien compte qu'il n'y avait pas 40%. Voilà. Donc moi, vraiment, je veux vraiment vous dire, il n'y a aucun problème de notre part à participer à la plus grande transparence, à condition que l'outil soit fiable. Et je pense que l'histoire de l'INSEE, à la fin, si même le ministre reconnaît que ce n'est pas le meilleur, trouver le bon outil. L'IGF, je trouve que c'était plutôt bien fait, Demandez, mettez une année de plus. Si à la fin vous vous rendez compte que l'industrie agroalimentaire explose, mais à mon avis, vous ne risquez pas de l'avoir, explose ses marges, à ce moment-là, vous pouvez lui demander des explications, mais vous n'aurez pas ce résultat.